Jusqu'à maintenant, nous avons utilisé des données au format JSON à la sortie de notre composant serveur. C'est un format qui est pratique et qui est très répandu. Par contre, dans Touch Designer, il est souvent intéressant d'avoir les données sous forme de tableau, l'opérateur table. Donc, nous allons ajouter une option qui permettra à l'utilisateur du composant de copier les données reçues dans un tableau de son choix. Alors, pour commencer, on va modifier les paramètres personnalisés du composant pour ajouter la possibilité de spécifier donc un tableau où devraient être copiées les données. Donc, pour faire ça, vous pouvez faire un clic droit sur le composant et choisir Customize Component. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un composant, appelons-le Table Date. Donc, ce sera le date de type table dans lequel on va mettre une copie des données. Évidemment, on va choisir un type date et on va ajouter le paramètre. Donc, par défaut, il n'y aura pas de composant et donc, par défaut, il n'y aura pas de copie des données qui seront placées dans un tableau. Mais si l'usager le souhaite, il n'y aura qu'à glisser-déposer un tableau sur le composant, sur le paramètre, c'est-à-dire, et le reste se fera automatiquement. Donc voilà, on a notre paramètre TableDate et on peut peut-être l'appeler comme ça au niveau de l'étiquette. Voilà. Donc dorénavant, si on vient dans l'onglet Custom, on a un nouveau paramètre TableDate. Donc pour l'utiliser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous-mêmes se créer un nouveau date de type table et je vais le placer ici. Et évidemment, le but de l'opération, c'est de venir le spécifier comme étant le date à utiliser pour une autre forme d'exportation de données. Donc, je vais tout simplement le glisser ici. Donc, Table1, c'est rendu notre date à utiliser. Donc, pour que les données soient exportées dans le date qui est spécifié là, vous aurez compris qu'on aura un peu de modification à faire au niveau du code Python. Alors, allons-y tout de suite. Donc, j'entre à l'intérieur du composant et je viens modifier le contenu de l'opérateur WebServer1 callbacks. Voilà. Et évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la fonction update. Parce que dans le fond, la fonction update, c'est celle où on a placé tout le code qui servait à mettre à jour les informations. Donc, en allant directement trouver la fonction update, on devrait être en mesure de placer le code approprié. Donc, en ce moment, dans la fonction update, la seule chose qu'on faisait, c'était de prendre le contenu de notre liste de clients et de l'afficher sous forme de texte dans le date du serveur web. On va, en dessous de ça, rajouter d'autres opérations qui vont servir à transformer l'objet Python dans un tableau où on aura des colonnes pour chaque information, donc le X, le Y, la date de modification, les clics, et ainsi de suite. Et pour chaque rangée, on aura un client. Donc, à chaque client correspondra sa rangée. Donc, première chose, on va se faire une petite variable, appelons-la TableDate. Et dans cette variable-là, on va aller chercher le date qui a été spécifié dans les paramètres. Donc, vous vous souvenez de l'opérateur OP qui nous permet d'aller chercher justement un opérateur. Pas de l'opérateur, mais de la fonction OP qui nous permet d'aller chercher un opérateur. Habituellement, on lui passe un nom. Dans ce cas-ci, on va prendre le nom qui a été spécifié dans les paramètres. Donc, on fait comme on a fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on va dans le parent, le composant, dans sa liste de paramètres, et on va utiliser ici TableDate. Donc, évidemment, ce qui peut arriver, c'est que il n'y ait pas d'information à cet endroit-là. Donc, si l'utilisateur n'a rien rentré comme paramètre dans le composant, il faudrait éventuellement réagir. Donc, ce qu'on peut faire, c'est regarder à la ligne d'ensuite si le TableDate, il y a quelque chose dedans ou pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser l'opérateur NOT pour inverser la valeur. Donc, s'il y a quelque chose dans le date, en fait, s'il n'y a rien rien qui a été trouvé comme opérateur à partir de ce nom-là, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement abandonner. Il n'y aura rien à mettre à jour. Donc, on va faire un return. Puis, s'il y a bel et bien un opérateur, on continue tout simplement à exécuter
le code. Je vais quand même placer les 2 points ici. Voilà. En fait, peut-être que ce qu'on pourrait faire pour s'assurer que ça fonctionne correctement, c'est la chose suivante. Donc, on pourrait dire print présent. En fait, non. Dans ce cas-là, ça serait absent. Donc, il n'y a pas d'opérateur qui a été trouvé. Puis sinon, on va dire présent. Donc, ça va nous permettre de valider que le code qu'on vient d'écrire est bel et bien fonctionnel. Donc, je reviens dans Touch Designer. Donc, on devrait voir le présent ou absent dans la console. Il suffit tout simplement de charger notre page. Donc, toujours au localhost 9980. Je démarre la connexion. Et vous voyez que j'ai plein de présents. Donc, ça semble fonctionner puisque sur notre composant, dans les... oups, pardon, je vais remonter d'un niveau. Sur notre composant, donc, on avait bel et bien spécifié un opérateur et que cet opérateur-là existe. Si je sabotais volontairement le nom de l'opérateur, ben là, évidemment, il devrait y avoir un problème. Donc, je vais rafraîchir ici et tout simplement retourner dans mon interface. Et quand je reviens, ben, je vois qu'il y a absent d'écrit. Donc, il n'a pas réussi à trouver. S'il n'y avait rien du tout, est-ce que ça fonctionnerait aussi? Ben, je fais clear encore une fois, je retourne, je mets à jour et on a encore absent. Donc, ça semble fonctionner correctement. Donc, on va replacer notre table date ici, puisque ça semble fonctionner. Et dans notre code, ben, on va revenir à ce qu'on était auparavant, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de table date qui a été trouvé, ben, on va tout simplement faire un return et quitter la fonction update immédiatement. Sinon, ben, on continue. On va y aller avec les opérations supplémentaires qu'on a à faire. Donc, ce qu'on veut faire, en gros, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit une information, ben, on veut vider le tableau et le remplir avec les nouvelles données mises à jour. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'utiliser tabledate.clear. Et là, votre question, ce sera sans doute, OK, mais d'où est-ce que ça vient, ça, le clear? Ben, pour s'en convaincre, il suffit d'aller dans la documentation liée à un opérateur table. Donc, on en a un ici. Si vous cliquez sur le petit point d'interrogation derrière lequel il y a du bleu et du jaune, c'est-à-dire la documentation de Python, ben, on va aller voir ce qu'on trouve dans le TableDate class. Donc, il y a plusieurs méthodes. Et parmi ces méthodes-là, ben, on va trouver des choses comme save, write, clear, c'est celui qu'on est en train d'utiliser, copy, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez avoir le détail de ce qu'on peut faire avec un tableau, ben, venez voir la documentation. Vous aurez tous les détails. Voilà. Donc, première chose, clear, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ben, ça vide complètement le tableau. Donc, c'est parfait pour nous. Deuxième chose qu'on va vouloir faire, c'est de faire un append. Donc, append row, dans ce cas-ci, va nous permettre d'ajouter une ligne supplémentaire. Et cette ligne supplémentaire-là, on va s'en servir comme en-tête. Donc, dans la première ligne, on va indiquer en haut de la colonne l'information qui est contenue dans chaque colonne. Donc, pour l'instant, on ajoute une rangée vide, mais on viendra la remplir tantôt. Ensuite, on a vidé notre tableau. Maintenant, si on n'a aucun client dans notre liste de clients, ben, ça ne sert pas à grand-chose d'aller plus loin. Donc, on pourrait se mettre déjà une autre petite condition ici et compter le nombre de clients qu'il y a dans notre liste. Et s'il y en a moins qu'un, ben, on arrête. On a vidé le tableau, puis il n'y a pas de clients, donc ça correspond à la réalité. Donc, pour compter le nombre d'éléments dans une liste avec Python, ben, on utilise la fonction len, comme length, et on lui passe en paramètre une liste. Donc, dans ce cas-ci, ça va nous retourner un chiffre qui correspond au nombre de clients qui sont dans notre liste. Et si ce chiffre-là est plus petit que 1, ben, encore une fois, on peut abandonner ici. Donc, return, on arrête. On a vidé le tableau, puis il n'y a aucune nouvelle donnée à mettre à l'intérieur, donc on peut quitter. Ensuite, s'il y a bel et bien des données, ben là, on continue. Et on va faire une boucle. Donc, je vous propose d'utiliser une boucle for. Et je vous l'écris, puis je vous l'explique dans un instant. Donc, on va dire for index, c, in, et là, on a un appel à enumerate clients. Donc, voici notre boucle for.
qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ben, enumerate va nous retourner un tuple qui contient non seulement chacun des clients, mais l'index pour chacun des clients. Donc, dans ce cas-ci, l'index, ce sera 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, parce qu'on va en avoir besoin tantôt. Et dans le C, qu'est-ce qu'il y aura? Ben, il y aura chacun des clients. Et donc, on pourra, à tour de rôle, faire des tests sur... en fait, utiliser les données de chacun des clients pour les insérer dans le tableau. Voilà. Donc, si j'entre dans la boucle, première chose qu'on va faire, ben, c'est d'ajouter, encore une fois, une nouvelle rangée, donc pour le client qu'on vient de trouver dans notre boucle. Donc, il y aura une première rangée pour les en-têtes et une autre rangée pour chacun des clients qu'on va trouver dans notre liste de clients. Et là, ben, on va avoir une deuxième boucle à faire pour passer chacune des colonnes de ce client-là ou chacune des valeurs de ce client-là. Donc, encore une fois, une boucle for. Et ici, je vais y aller avec identifiant, virgule, valeur, in c.items. Donc, la fonction items, ou la méthode items, je devrais dire, ce qu'elle permet de faire, c'est de retourner deux informations sous forme de tuple, encore une fois, c'est-à-dire le ID et la valeur correspondante. Donc, dans notre cas, les différents items, ben, c'est par exemple la position X, puis la valeur de la position, et ainsi de suite. Donc, dans identifiant, on aura le mot-clé qui identifie chacune des colonnes ou des valeurs qu'on recherche, et dans valeur, il y aura la valeur elle-même. Donc, on passe en boucle tous les clients, et pour chacun des clients, on passe en boucle toutes les valeurs qui ont été envoyées. Donc, vous aurez compris que cette fois-là, ben, on va devoir ajouter des rangées pour correspondre à chacune des valeurs trouvées. Donc, je vais juste auparavant rajouter un if ici. Donc, if tableDat.cell. Donc, je vais aller vérifier si la cellule existe ou pas. Et si elle n'existe pas, ben, on va ajouter la colonne. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ben, la première fois, aucune des colonnes va exister, donc on va toutes les créer. Mais la deuxième fois, ou les fois subséquentes, pour d'autres clients, ben, ce ne sera pas utile de recréer une colonne qui existe déjà. On va tout simplement prendre celle qui existe. Donc, ce qu'on vérifie avec tableDat.cell, c'est l'existence d'une colonne. Donc, dans mon cas, je vais lui dire, regarde la rangée, en fait, pas l'existence d'une colonne, l'existence d'une cellule. Donc, je lui dis, regarde la rangée 0, c'est-à-dire celle où je souhaite mettre les en-têtes, et dis-moi si il y a une cellule à la position qu'on identifie par le mot-clé identifiant. Autrement dit, s'il y a déjà une colonne qui s'appelle X ou Y ou modification ou une autre des valeurs qu'on envoie, ben, on va l'utiliser. Puis sinon, on va la créer. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est... Oups. Est-ce que cette chose-là est égale à none? Donc, s'il n'y a aucune cellule de trouver, ben, on va la créer. Et sinon, on va l'utiliser. Donc, s'il n'y en a pas de trouvé, ben, ce qu'on peut faire, c'est, encore une fois, tableDat.append call. Donc, on va ajouter une colonne pour l'information qu'on souhaite placer à l'intérieur. Et dans cette colonne-là, on va venir insérer les données. Donc, c'est possible, dans un tableau, d'utiliser l'annotation avec les crochets et de spécifier la rangée et la colonne où on souhaite placer une information. Donc, dans notre cas, on commence par mettre les en-têtes. Donc, la rangée, ce sera 0. Et la colonne, on va utiliser tableDat.numCall, c'est-à-dire le nombre de colonnes, moins 1. Pourquoi moins 1? Ben, si on a un tableau avec 5 colonnes, les colonnes vont de 0 jusqu'à 4. Donc, on va diminuer de 1. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'à cette position-là, l'en-tête, ce soit ce qu'on a placé dans identifiant. Donc, encore une fois, les identifiants, ben, c'est X, Y, connexion, modification et éventuellement le nom des différents boutons qu'on a reçus. Donc, ça nous permet de s'assurer en fait qu'on a des colonnes bien identifiées pour toutes les informations qui sont reçues. On se souvient qu'on pourrait définir 2 boutons ou 20 boutons. Donc, notre tableau va avoir un nombre de colonnes variable en fonction du nombre de boutons, puis je vous dirais de façon plus générale, du nombre d'informations qu'on souhaite envoyer via le WebSocket. Voilà.
Maintenant, notre tableau, essentiellement, est-ce qu'il est prêt? Non, il nous reste à insérer la valeur elle-même. Donc là, on a inséré l'entête de la colonne. Maintenant, dans le tableau, à la position où on est rendu, donc à index plus 1, donc ça, c'est la rangée. Pourquoi je mets plus 1? Ben, la rangée 0, elle est déjà occupée. On a mis les entêtes. Donc, le premier client va être à la rangée 1, le deuxième à la rangée 2, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, pour aller modifier une cellule, on doit passer deux paramètres. Le premier, c'est la rangée. Et le deuxième, ce sera soit le numéro de colonne, donc 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, ou carrément l'entête. Donc, c'est pour ça que c'est si intéressant de venir inscrire les entêtes, c'est qu'on peut identifier la colonne en précisant tout simplement l'entête. Et nous, on l'avait mis dans identifiant, donc on est capable de venir sélectionner la colonne et de cette façon-là, venir inscrire la valeur correspondante au bon endroit. Je crois que c'est tout. On a écrit beaucoup de code, ça va être l'heure de tester. Donc, on va espérer que ça fonctionne, mais on va essayer de voir en détail ce qui se passe en arrière-plan. Donc, je reviens dans Touch Designer. En fait, non, je vais aller directement sur Chrome. Je me branche. Et là, on peut déjà voir qu'il y a des informations qui sont apparues dans le tableau. Donc, je vais zoomer un peu. Encore une fois, c'est difficile, mais en zoomant peut-être comme ça, je pense qu'on arrive à tout voir. Donc, comme je vous le disais, la première rangée correspond aux identifiants. Donc, on a le ID, connexion, modification, X, Y, et ensuite les différents boutons. Et en dessous, on va avoir les valeurs à raison de un client par rangée. Donc, en ce moment, on a un seul client de branché. Son ID est le suivant. Il s'est branché à tel moment. La position X et Y sont les suivantes, et ainsi de suite. Si je reviens dans Chrome et que je bouge la pastille orange, ben vous vous rendez compte que les valeurs de X et de Y changent. Et évidemment, la date de modification change elle aussi, puisque la dernière modification va augmenter à chaque fois qu'on envoie un message. Si je clique, on peut surveiller le body ici. Donc, si je clique, ben, vous voyez que l'information est aussi présente à ce niveau-là. Si j'ajoute une deuxième connexion, donc je vais ouvrir un deuxième onglet et on va essayer une nouvelle connexion. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai une deuxième ligne. Et donc, quand je bouge dans cette deuxième connexion-là, c'est les informations de la ligne 2 qui changent. Et si je reviens dans le premier onglet, ben, ce sera les informations de la ligne 1. Donc, on a une ligne par client et des colonnes pour chacune des informations correspondantes. Donc, ce que ça va permettre de faire, cette chose-là, c'est de travailler dans Touch Designer à partir d'un tableau, dans ce cas-ci, plutôt qu'à partir d'un JSON. Il n'y a pas nécessairement d'approche qui est meilleure que l'autre. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec les tableaux ou plus à l'aise avec JSON, ou c'est peut-être plus simple, dépendamment des circonstances, d'utiliser un ou l'autre. Mais chose certaine, c'est qu'en ajoutant une propriété personnalisée TableDat, ben, on est capable d'offrir les deux, c'est-à-dire de pouvoir récupérer les données en JSON en se branchant sur la sortie, ou de pouvoir remplir un tableau de notre choix à partir de ces mêmes données-là. Juste avant de terminer, il y a un petit détail que j'aimerais corriger avec vous. Vous avez peut-être remarqué que notre sortie ici, qui est en fait du texte, dans les faits, c'est un objet JSON. Et donc, ça serait sans doute une bonne idée de formater tel quel au format JSON. Donc, je vais insérer ici un opérateur additionnel de type JSON, et lui va tout simplement prendre ce qui est du texte ici, et va en faire un objet JSON à proprement parler. Donc si j'ouvre, ben, on peut voir que l'objet il est structuré. Il y a deux objets à l'intérieur qui correspondent aux deux clients avec les informations de chacun. Par contre, il y a un petit détail qui serait sans doute approprié de corriger, c'est que Touch Designer va toujours placer les résultats du JSON, en tout cas par défaut, dans une liste. Donc, on a déjà, nous, notre propre liste qui commence ici, qui se termine là, qui contient nos objets, donc le premier et le deuxième. Et lui, il nous la replace dans une deuxième liste, et ce n'est pas nécessairement idéal. Donc, je vous propose que cet opérateur-là, JSON, on lui dise d'afficher non pas .results, mais seulement .result au singulier. Et donc là, on se retrouve avec une liste
qui contient un seul élément. J'ai l'impression qu'il y a une de nos deux... ben voilà. Nos pages se sont débranchées parce que ça faisait plus que 60 secondes, j'imagine, qu'on n'avait pas travaillé avec. Donc, je les rebranche, toutes les deux. Et vous voyez immédiatement qu'on a donc une liste avec les crochets qui contient deux éléments, c'est-à-dire un objet qui commence ici, qui se termine là pour le premier client, et un autre objet qui commence ici, qui se termine là pour le deuxième client. Voilà. Donc, en faisant ça, ce qui sort de notre sortie, donc si je remonte de 1, c'est bel et bien du JSON, et de là, on peut utiliser le JSON-Path pour aller extraire les informations qui nous intéressent. Donc, à cette étape-ci, notre composant offre déjà une très belle flexibilité. On peut récupérer les données au format JSON en se branchant à la sortie, ou bien spécifier un tableau dans lequel les données seront formatées en colonnes et en rangées.